Vous êtes devant le sanctuaire abandonné. Une légère brise souffle, poussant quelques voiles brumeux et laissant place à un ciel piqueté de milliers d'étoiles. Vous prenez une grande respiration et laissez les senteurs de cette soirée d'été s'imprimer en vous. Faites jouer les jointures de votre corps, tournez un peu la tête. Ça fait du bien de vous dégourdir les jambes. Il faut dire qu'après 9 histoires, une petite pause était bienvenue avant d'en entamer une nouvelle. D'autant que même si la pièce est grande, avec les bougies qui commencent à être un petit peu moins nombreuses, vous vous sentez un peu à l'étroit. Alors quand il a été proposé d'aller voir les étoiles quelques instants, vous ne vous l'êtes pas fait dire deux fois. La conteuse au yukata noir, recouvert de fleurs de glycine, s'avance et tend la main vers une constellation. Regardez, vous voyez cette constellation en forme de cerf-volant avec des jambes? On la voit super bien en été. C'est la constellation du Bouvier, le conducteur de bœufs. Il y a toute une histoire qui s'y rapporte, Tanabata, mais je vous la raconterai une autre fois. Là, je vais plutôt vous parler d'une légende beaucoup plus sombre. Une malédiction qui pourrait bien remonter à la nuit des temps, rendant les femmes particulièrement dangereuses. Et elle se rapporte à un animal bien particulier. Vous le savez, ou peut-être pas, mais dans les temps anciens, nos heures n'étaient pas numériques et portaient le nom d'animaux. Les 12 animaux du zodiaque chinois, qui tenaient aussi les 12 mois de l'année et dont les jours pouvaient être aussi assimilables à ces animaux. Ainsi, tous les 12 jours revenait un animal. Tous les mois lunaires, le signe changeait, comme en astrologie occidentale. Et pareil pour les heures, les 12 animaux se partageaient les 24 heures de la journée. En commençant par l'heure du rat, qui débutait à 23 heures et se terminait donc à 1 heure du matin. Si chacune avait ses spécificités, la deuxième, l'heure du bœuf, de 1 à 3 heures, était propice aux rencontres ésotériques et à la magie. D'ailleurs, il ne faisait pas bon d'être dehors à ces moments-là pour le tout venant, et le commun des mortels se calfeutrait en tremblant. L'histoire que je vais vous raconter se rapporte à un mythe touchant un moment bien particulier. À un moment qui arrive une fois tous les 12 ans, lors d'une heure bien particulière. Tiens, pour une fois, l'histoire aura lieu dehors, vous dites-vous, en regardant encore une fois la constellation du Bouvier. Le temps que vous vous installiez confortablement, la conteuse se prépare. Elle prend une grande respiration. Vous retenez la vôtre. Elle tape ensuite 2 fois dans ses mains et prononce la formule rituelle que vous commencez à bien connaître. Mukashi Mukashi, Hyaki Yako. Époque Edo. Un peu avant l'heure du bœuf, un jour du bœuf, l'heure du mois du bœuf, une année du bœuf. Sanctuaire Kifune. Une femme court entre les arbres dénudés, suivie par des flocons de neige qui tombent par intermittence. Habillée de blanc, un sac en bandoulière, elle court comme si sa vie en dépendait. Une lanterne sourde dans la main droite, elle avance en scrutant le chemin. La lune décroissante est cachée par des nuages toujours plus nombreux, soufflés par un vent fort, pratiquement tempétueux. Un vent qui a soufflé les 3 bougies qu'elle avait allumées sur sa coiffe avant de partir. Ses cheveux noirs défaits battent derrière elle dans sa course folle, revenant parfois sur son visage et cachant la cicatrice qui part de sa tempe, traverse son front et rejoint la naissance de son nez. Ses vêtements sont pareils à de grandes voiles prises dans la tempête et la font ressembler à un spectre occidental échevelé. Si elle ne trébuchait pas de temps en temps, on pourrait presque croire qu'elle court sur les ailes du vent, avec à ses trousses, ou à ses côtés, une armée d'ombre. On ne sait pas trop si elle chasse, ou si elle est poursuivie par autre chose que le rire hystérique qui sort parfois de sa gorge. Le vent efface régulièrement les traces de ses pas dans la neige, laissant une étendue vierge derrière elle. Dans le lointain, un gong retentit, signalant l'arrivée de l'heure du bœuf. Elle accélère encore sa course et après un ultime dérapage, arrive devant un arbre. Un cèdre, immense. Même 4 personnes en se tendant les bras ne pourraient en faire le tour. À 5 mètres de hauteur, à la limite de son champ de vision, se trouve une corde tressée plus épaisse que sa cuisse, et de laquelle pendent à intervalles réguliers des bandes de papier tendues en zigzag, et des clochettes sacrées, des suzu,
qui laissent entendre leur chant dans les rafales du vent. Protégée de la bise par le conifère imposant et d'autres plus petits qui l'entourent, la femme se permet une pause. Elle prend quelques grandes respirations. Pose son sac. Rallume les 3 bougies de sa coiffe. Réajuste le miroir pendu à son cou et caché entre les couches de vêtements blancs. Puis, elle frappe les semelles épaisses de ses guettas l'une contre l'autre pour les débarrasser de la neige fondue, des feuilles mortes, de l'humus et des crasses qui se sont déposées dessus pendant sa course. Elle prend une torche de bambou, l'allume et la tient entre ses dents. Elle fouille dans son sac et en sort un marteau, et 3 Gosun Kugi, des clous noirs épais de 6 mm et de 14 cm de longueur. Ses manches vaporeuses dansent autour d'elle alors que, tel un démon, elle se lance dans une gigue effrénée. Après quelques pas de danse et paroles rituelles, couverte de sueur, les yeux exorbités, elle plante un premier clou dans l'arbre. Puis un deuxième. Enfin, le 3e et dernier. Devant elle, un filet de brume apparaît, s'intensifie, et un brusque coup de vent souffle lanterne et bougie. La brume prend de plus en plus de place, l'entoure, devient son univers. Dans cette obscurité laiteuse, elle se sent comme projetée hors du monde. L'air n'a plus la même saveur, les sons sont étouffés, même la pesanteur lui semble différente. Devant elle, une forme sombre née du brouillard s'incarne. Un bœuf majestueux, aux poils noirs et drus, au regard de braise. Des cornes qui pourraient l'embrocher d'un simple mouvement de tête, des sabots incandescents, capables de faire fondre la pierre sur laquelle il se pose. Il la regarde droit dans les yeux, prêt à charger. Autour de lui, des torrents de lave dont ressortent parfois de puissantes flammes dont elle ressent la chaleur sur sa peau. Elle reste sur place, ne laisse pas voir le moindre frémissement, la moindre peur. Doucement, lentement, elle s'approche de la bête immobile. Observe la fumée sortir de ses naseaux. Il n'y a aucune hésitation dans son mouvement quand elle pose la main sur le front de l'animal, avant de l'enjamber et de partir sur le dos de celui-ci dans une folle cavalcade. Son rire dément résonne longtemps derrière elle, alors qu'elle ne fait plus qu'un avec l'animal dans une course folle entre les mondes. Dans le palais du daimyo, on pleure la disparition tragique de la belle concubine, peu après le terrible accident arrivé à l'épouse légitime du seigneur. Les serviteurs parlent à voix basse de l'état dans lequel on a retrouvé le corps, décapité, démembré, chaque membre laissé dans un puits différent de la propriété. De la folie dans laquelle est tombé l'homme après avoir retrouvé la tête de son aimé, le regardant de ses orbites vides, la bouche ouverte sur un cri sans fin. Elle assiste aux funérailles de la belle concubine et reste assez longtemps pour s'assurer dans l'ombre que c'est son fils à elle, le premier-né, qui reprendra le domaine, et pas celui de cet arriviste. Dans le cèdre, les 3 clous luisent faiblement, avant de disparaître dans le tronc. 12 ans plus tard, même heure, même jour, même endroit. Une autre femme se trouve devant l'immense cèdre. Le vent est absent et la neige a laissé un épais tapis sur lequel la femme se déplace délicatement. De gros flocons duveteux tombent paisiblement dans la lumière des bougies de sa coiffe. Elle regarde l'arbre, puis danse. Ses manches blanches font l'effet de plumes majestueuses dans la poudreuse. Un clou planté, un deuxième, le 3e. La neige laisse place au noir et à l'obscure clarté de la brume invoquée dans cet entre-deux. Elle forme un bœuf majestueux au corps large et puissant. Son poil est brun, tirant un peu sur l'ocre, et ses yeux sont d'ambre. Ses cornes veinées de brun rappellent des sillons fraîchement labourés. Partout où son sabot se pose, la pierre se transforme en terre fertile et meuble, laissant parfois voir de jeunes pousses tendres. Sa respiration est profonde,
mais il dégage une sensation de puissance, une force qui pourrait piétiner d'un seul mouvement la frêle silhouette qui se tient devant lui. Elle le regarde droit dans les yeux, sans trembler. Sa main s'approche du front de l'animal, le caresse, saisit ses cornes et se jette sur son dos dans un long périple. Longtemps, ils ne font qu'un, courant ensemble sur la frontière des mondes. Quand enfin ils se séparent, elle s'incline devant lui. De la reconnaissance dans ses yeux bruns à elle, un remerciement dans ses yeux ambres à lui. Dans le cèdre, les 3 clous luisent faiblement avant de disparaître dans le bois. Sans un regard en arrière, elle retourne dans son village au cœur des montagnes, pleine d'espoir pendant les 9 jours de trajet, à marche forcée depuis le sanctuaire. Le cœur battant, elle ouvre la porte de sa maison, cherche le petit corps de son fils sur le futon défait. Le lit est vide, nulle trace de l'enfant. Elle pose sa main sur la literie, froide. Elle se laisse tomber au sol et crie. Derrière elle, la porte s'ouvre. L'enfant lâche le seau rempli d'eau qu'il portait et court se jeter dans ses bras. Elle pleure, la tête enfouie dans la chevelure de l'enfant, ses bras resserrés en un câlin qu'elle ne peut, ni ne veut, relâcher. Quand il respire et rit dans son étreinte, plus aucune trace du sifflement de sa trachée, ni des ganglions dans son cou. Il ne tousse plus, et semble même avoir repris un peu de poids. Ainsi se font et se défont les cycles d'Ushi no Toki Maeri, la visite du sanctuaire à l'heure du bœuf. Un rituel qui ne peut se faire qu'en une journée particulière, tous les 12 ans. Un jour pendant le mois du bœuf, l'année du bœuf, en plein cœur de l'hiver. Et si au début les requêtes étaient tout aussi bien des demandes de vengeance que de guérison, peu à peu, les vengeances ont pris le pas sur le reste. Ère Meiji, peu avant l'heure du bœuf, un jour du bœuf, lors d'un mois du bœuf, d'une année du bœuf, sanctuaire Kifune. La femme avance lentement. Ses longues manches blanches se prennent parfois dans les basses branches des arbres. Un pas après l'autre, elle pose ses guettas prudemment, sonde le sol pour ne pas glisser sur une plaque de verglas. En plein cœur de cette nuit, froide à fendre la pierre, elle arrive finalement devant le cèdre majestueux et sort de sa sacoche les 3 clous, un marteau et une poupée faite grossièrement de paille. Elle s'incline devant l'arbre et se met à incanter. D'une main, elle prend la poupée et la dépose délicatement contre l'écorce, les clous entre les lèvres. Elle se concentre, visualise le visage de l'homme à châtier. Elle prend un premier clou, l'enfonce dans la poitrine de l'effigie du bout des doigts, presque tendrement, avant de prendre le marteau et de l'enfoncer complètement dans le tronc. Le 2e clou est planté dans la tête de la poupée. Le 3e, à son entrejambe. Elle se redresse, satisfaite, et observe son travail ainsi achevé. Arrive le noir et l'obscure clarté de la brume invoquée dans cet entre-deux. Le bœuf qui se présente à elle a un corps souple et élancé, un poil noir aux reflets bleus nuit brillants et humides. La chaleur de l'animal fait une buée qui s'évapore continuellement autour de lui, mais son pelage reste mouillé. Ses sabots sont larges et arrondis, ses cornes telles 2 croissants de lune. Ses yeux, 2 puits bleus, brillant d'intelligence. Le sol autour de lui est fait d'eau. Elle s'approche. Ses pieds font des vaguelettes dans cette eau éthérée. Sans peur, elle pose son front contre celui de l'animal et l'enfourche. Longtemps, ils ne font qu'un dans cette course sur le fleuve entre les mondes. Sur un chantier, un ouvrier, le teint hâlé, un ténougouille autour de la tête, aide à hisser une poutre. Ses grosses mains calleuses retiennent le bois. Ses pieds chaussés de sandales en paille de riz sont en appui sur le bord du toit. Ses gestes sont sûrs et précis. Quand tout à coup, son pied glisse et il fait une chute de plusieurs mètres. Toujours vivant, il a le temps d'entendre ses os craquer à l'impact, de lever les yeux et de voir la poutre basculer depuis le fait, avant de se faire embrocher l'entrejambe par le madrier.
et de se vider de son sang, dans une lente agonie. Dans le cèdre, la poupée et les 3 clous luisent faiblement, avant de disparaître dans le tronc. 9 janvier 1986, minuit 30, sanctuaire Kifune. Elle est chétive dans son uniforme de lycéenne et semble bien plus jeune que son âge, même si le gros sac à dos sur son épaule raconte une autre histoire. Prudemment, elle monte le long escalier vers le sanctuaire, les lanternes rouges qui le bordent éteintes à cette heure tardive. Elle a dû ruser pour ne pas se faire remarquer et entrer dans l'enceinte telle une ombre. Mais ce n'est pas vraiment le sanctuaire qui l'intéresse. Non, c'est plutôt l'immense cèdre perdu dans la forêt qui l'entoure. Une fois sûre d'être tranquille et bien protégée, elle sort de son sac une lampe de poche et un kimono blanc aux manches amples. Elle se déshabille, plie soigneusement son uniforme, le range dans son sac, ressent pendant quelques secondes le froid de l'hiver sur sa peau et revêt l'habit blanc et les guetta, presque avec vénération. Elle marche à petits pas dans la forêt, cherchant l'arbre. Celui plus grand, plus majestueux, avec une aura écrasante, sinistre. Elle n'a pas besoin de le voir pour le ressentir. Ses pas l'amènent naturellement jusqu'à ses racines. Elle sent un frisson glacial qui n'est pas dû au froid remonter le long de son dos. Courageuse, elle sort les 3 clous, le marteau et une petite poupée de paille dans laquelle elle a mis quelques cheveux courts, gris et raides. Elle prend une grande respiration, pose la poupée sur l'arbre et abat le premier clou. Le son mat du marteau dans la paille, puis dans le bois, lui donne l'impression de résonner jusqu'à la ville en contrebas. Elle prend un 2e clou et abat furieusement le marteau dessus. Puis le 3e. Elle le martèle avec une rage profonde, bestiale. Une rage dont elle ignorait l'existence au plus profond d'elle-même. Arrive le noir et l'obscure clarté de la brume invoquée dans cet entre-deux. Le bœuf qui se présente à elle est fin mais puissant, avec un poil brun et rêche. Ses sabots fendus rappellent les racines noueuses des arbres, et ses cornes longues et effilées sont comme de jeunes rameaux pointant vers le ciel. Ses yeux rappellent le feuillage de l'automne, et dans cet autre monde, des arbres pleins de vitalité se dressent autour de lui, le laissant seul, majestueux, au milieu de cette clairière. Elle prend une grande respiration, remonte les épaules, redresse la tête et se dirige vers l'animal dont le sabot racle le sol. Elle pose une main qui ne tremble pas sur le front du bœuf et l'enfourche avec un cri bestial. Longtemps, ils ne font qu'un dans cette course à l'orée des mondes. Dans le cèdre, la poupée et les 3 clous luisent faiblement, avant de disparaître dans le tronc. Quand elle revient au lycée, c'est pour voir les bouquets de fleurs et la photo du professeur de physique barré d'une lanière noire, signe de deuil. Dans les couloirs, ils se murmurent que la tête de leur professeur n'a pas été retrouvée, et que le corps était dans un tel état que seule une analyse génétique a pu déterminer qu'il s'agissait bien du vieil homme. Les garçons tremblent un peu, en imaginant la souffrance qu'il a dû endurer. Les filles, elles, semblent plutôt soulagées. Et la lycéenne? Elle sourit derrière sa main et reprend les cours, comme s'il ne s'était rien passé. 15 janvier 2022, 1h30. Elle a claqué la porte en sortant de chez elle, pestant sur son patron, son mari, ses enfants, le monde entier. Elle a pris le train, quitté la ville pour la montagne. Ça l'aiderait à se calmer, pensait-elle. En passant par un Don Quichotte, elle a pris ce qui ressemblait le plus à des vêtements traditionnels blancs. Et la voilà transportant une robe blanche, un karatédi, des bougies et de la paille qu'elle a ramassée cet été sans y penser. Nerveuse, elle se dit pourquoi ne pas tenter ce rituel dont elle a entendu parler. Elle n'y croit pas trop. Et au pire, il ne se passera rien. Ses pas l'ont menée vers l'escalier, qu'elle a gravi dans l'obscurité. Une rafale plus froide que les autres la fait frissonner. Il faut dire que là, au milieu de la nuit, devant la forêt qui s'ouvre devant elle, elle a beau être courageuse, c'est quand même impressionnant. Elle remonte le menton,
se fait plus brave qu'elle ne le ressent et avance. Avance jusqu'au cèdre. Lève la tête et voit le Shimegawa, épais et fort. Les clochettes, qui pour l'heure sont silencieuses. Frileuse, elle met le karatéji par-dessus ses vêtements et la robe blanche en une couche supplémentaire. Elle farfouille dans son sac et en sort marteau et clous. Elle prend un peu de temps pour façonner une poupée de paille aux membres de taille un peu différentes et dont la ficelle rouge qui lie le tout se défait un peu. Elle la pose contre l'arbre et abat un premier clou. Hésitante, elle pose le deuxième. L'air autour d'elle se fait plus dense. Elle sent une sueur froide lui couler le long de l'échine. Elle suspend un instant son geste, puis rageusement plante le troisième et dernier clou. Arrive le noir et l'obscure clarté de la brume invoquée dans cet entre-deux. Le bœuf qui se présente à elle a un poil argenté, presque brillant, recouvert de taches noires par endroits. Ses cornes sont fines et élancées, telles des lames, ne demandant qu'à trancher les chairs. Ses sabots brillants frappent le sol, renvoyant des étincelles métalliques à chaque choc sur la pierre dure. Ses yeux gris la fixent, attendant son premier geste. Sur ce plateau aride et rocheux, il n'y a pas le moindre souffle de vent pour chasser les cendres qui tombent continuellement d'un ciel aux étoiles d'un autre monde. Elle regarde l'animal. Le bœuf la regarde. Elle tremble. Recule d'un premier pas, puis d'un deuxième. Sent son courage l'abandonner et tente de prendre la fuite. Mais où? Dans cet entre-deux, il n'y a nulle part où fuir. Le bœuf baisse la tête, renacle. Il se jette sur elle. Ses cornes lacèrent le corps de la femme, la projettent quelques mètres plus loin. Le sang colore son pelage argenté, laissant des traînées plus sombres où il se pose. Toujours en vie, elle sent le tremblement du sol alors que le bœuf fonce vers elle. Elle voit les sabots se rapprocher de plus en plus. Elle tente bien de se protéger de ses bras. Protection dérisoire alors qu'elle voit un sabot s'élever vers elle. Elle sent les premiers piétinements avant qu'un pied miséricordieux ne se pose sur son visage et ne lui éclate la tête tel un fruit trop mûr, faisant tomber sur elle une nuit infinie. La cendre laisse place à la neige qui se met à tomber. Le lendemain, le Guji, le prêtre supérieur du sanctuaire, découvrira son corps. Indemne, mais avec un masque de terreur gravé sur le visage. Il enlèvera les vêtements blancs de la jeune femme, la laissant en vêtements civils, puis la déplacera sur les chemins de randonnée avant de prévenir les autorités. L'autopsie conclura une hypothermie, qui a mené à une crise cardiaque et classera l'affaire. Mais maintenant, vous savez ce qu'il en est de ces corps parfois retrouvés peu après l'heure du bœuf, en ce jour si particulier dans le sanctuaire Kifune. Ce sont les malheureuses qui ont tremblé et reculé devant l'invocation d'Ushi no Toki Maeri. La conteuse vous regarde intensément. Vous savez, il se dit que parfois des hommes tentent cette invocation. Par contre, je ne sais pas vous dire ce qu'ils deviennent. Vous frissonnez. Homme ou femme, vous ne prendriez pas le risque de faire appel à des forces qui dépassent votre entendement. Ou en tout cas, chanceux comme vous êtes, vous ne metteriez pas votre vie dans la balance d'une vengeance qui dépasserait tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Dans la chaleur de cette nuit d'été, un brusque coup de vent vous amène d'un coup l'odeur de la neige. Ridicule, pensez-vous. De la neige, en plein été. Mais là dehors, dans cette clairière, ne voyez-vous pas quelques flocons? Ou de la cendre? Vous clignez des yeux et observez mieux, mais ne voyez rien. Face à vous, la conteuse cache un petit rire derrière sa main. Ses yeux vous semblent briller d'une lueur rouge un instant, avant de redevenir normaux. Bien, il est temps de finir le rituel de cette histoire. Lentement, elle se relève,
rentre dans le sanctuaire et se dirige vers une bougie, la 10e. Elle vous regarde en souriant, avant de souffler dessus et de revenir s'asseoir dehors parmi vous.